Votre RAG marche en démo mais plante dès que vous le testez pour de vrai. Pas parce que vous êtes nul, mais parce que 99% des tutos vous montrent la version Disney, pas la version production. Après 2 ans à livrer des RAG qui tiennent en prod, je vais vous montrer comment multiplier par 10 la qualité de vos systèmes et votre vitesse d'apprentissage. Je suis Jonas, fondateur d'AIOps, avec 93% de taux d'adoption sur plus de 50 projets tech et IA. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce qui sépare les démos YouTube de ce qui tourne chez mes clients. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une petite comparaison. Donc on va utiliser un outil qui est parfait pour prototyper des RAG qui s'appelle VectorShift. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo pour montrer comment il fonctionne. Je vais l'afficher dans la carte au-dessus. Donc on va faire 2 choses. On va utiliser exactement le même système de RAG, donc un RAG basique, que j'ai appelé RAG naïf. On va utiliser les mêmes paramètres et la seule chose qu'on va changer, c'est la donnée. Donc c'est ce qui ferait la différence entre celui-ci. Donc mon moteur change de régime tout seul. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'output 0. Donc là, en base de connaissances, on a 3 PDF bruts, donc de 80 à 250 pages chacun. Et donc ce qu'on veut voir, en fait, c'est un petit peu la performance. Ça va marcher en termes de réponse. Par contre, en termes de performance, on va pas du tout y être. Et surtout, il n'y a que 3 PDF. Ça marcherait beaucoup moins à partir du moment où on en rajoute 10 fois plus. Donc là, voilà la réponse qu'il nous donne. Là, on fait un diagnostic de panne. Donc, ce qu'on a besoin, c'est les symptômes, les causes possibles, les diagnostics et les solutions, avec les documents sourcés et tout. Donc, on a symptômes identifiés, on a les causes possibles, on a les diagnostics recommandés, à chaque fois notés avec le nom du document et le numéro des pages, les solutions à réaliser. Le résumé et bien évidemment les sources. Donc ça, c'est très bien. Par contre, ça ne marche qu'avec un nombre très limité de PDF, puisqu'après, on va avoir trop de bruit. Si je prends en comparaison le même avec de la donnée différente, pareil, mon moteur change de régime tout seul. Et donc, on a notre réponse qui arrive quand même bien plus vite et on va retrouver une bonne réponse. Donc, les symptômes identifiés, les causes possibles. On a toujours notre manuel de micro-commandes avec les mêmes numéros de page, les diagnostics recommandés, les solutions, etc. Donc on a la même chose, mais c'était déjà plus performant dans ce cas d'usage-là. Donc en cas réel, on aurait plutôt une centaine de PDF plutôt que 3. On va regarder maintenant les différences de ces pipelines en termes de paramètres. Donc ici, on a une knowledge base qui s'appelle, je vais zoomer, Diag optimisé, là où dans l'autre, elle s'appelle Diag naïf. On retrouve nos mêmes modèles, GPT-4.1 mini et 4.1 ici. On retrouve exactement les mêmes prompts. On a les mêmes paramètres, on a les mêmes choses qui sont cochées ici, dchunk, on a un re-ranker, etc., etc. Si je vais maintenant dans notre pipeline, on va retrouver 4.1, 4.1 mini, on a les mêmes prompts et on a les mêmes paramètres ici, donc dchunk, etc. On voit que même, en fait, j'étais passé à côté. J'ai même pas eu besoin d'activer le re-ranker ici et pourtant on obtient quand même déjà les bonnes réponses. Donc ma partie de test, elle est faite avec de la data qui est un petit peu particulière, dans lequel il y a beaucoup de ce qu'on appelle de similarité sémantique. C'est-à-dire qu'on a une documentation d'un moteur, la documentation d'un générateur. On sait faire la différence, nous, êtres humains, mais dans la documentation technique, un générateur étant un moteur, on va retrouver des choses qui sont très similaires. Et enfin, le dernier document de 250 pages, qui est une documentation technique pour des contrôleurs de moteur. Et ce qui permet en fait d'augmenter le régime, baisser le régime, etc. Donc il va y avoir énormément de similarités autour de problématiques liées au moteur et autour d'équipement du moteur. Et ça, c'est un cas qui n'est pas facile à gérer en RAG. Donc là, on a un système qui est paramétré qui le fait bien. Et on voit que en fait, j'ai même pas forcément eu besoin d'activer tous les éléments qui sont normalement nécessaires, sachant que on va voir, il y a une très grosse différence sur la donnée. Donc, quand je vais aller dans ma partie base de connaissances, je vais reprendre mon Diag naïf. Ici, j'ai mes 3 documents dans lesquels on va pouvoir venir regarder notamment les chunks. On a 85 chunks ici, et si je prends le plus gros des documents, donc qui est celui-là qui fait 250 pages, on a au total 307 chunks. Ça commence à faire pas mal de data pour juste 3 documents. Donc à quoi elle ressemble cette data brute? Donc ça, c'est le document donc, du contrôleur de commande qui fait 250 pages. Voilà, donc on veut 258 pages exactement. Donc on a des schémas, on a pas mal de choses, donc des codes erreurs, du troubleshooting, pas mal de choses qui nous intéressent ici. Mais on a aussi pas mal d'informations qui vont pas forcément nous intéresser. Voilà, par exemple, ce genre de choses-là sur le diagnostic de panne, ça va pas vraiment être nécessairement très intéressant. Et donc, on a beaucoup de bruit, on consomme pas mal de performances en termes de LLM et de tokens de LLM déjà
pour ingérer cette donnée, mais après en plus pour la retrouver. Alors que si je prends la donnée qu'on utilise actuellement dans l'autre, donc je vais plutôt vous la montrer directement dans Vector Shift, ce sera plus simple. Si je vais maintenant dans le Knowledge Base Diag optimisé, donc là on n'a plus qu'un seul document qui couvre les 3 PDF et dans lequel on n'a plus que 33 chunks. Mais là ici, on a toute la data qui concerne le troubleshooting, le diagnostic de panne, qui est structuré au bon format, au bon endroit. Donc si on regarde le paramétrage, j'ai fait ce qu'on appelle un chunking naïf. Et en plus, là, c'est des chunks qui sont assez petits et assez courts. Donc on voit qu'il n'y a rien de très particulier. Moi, j'ai activé la partie hybride, qu'on va voir après, qu'est-ce que c'est, mais c'est assez naïf. Si je vais sur mon autre diag et que je regarde ici, on est bien sur un chunk size plus large parce qu'il y a peut-être plus d'informations éparpillées par-ci, par-là, mais on a exactement les mêmes configurations. Par contre, on voit très bien qu'en termes de place et de stockage et de bruit, ça n'a rien à voir. On va passer de 400 ou 500 chunks ici à 33 de l'autre avec la même qualité d'information. Ça, c'est le truc facile pour déjà rendre 80% de vos RAG performants juste en travaillant sur la donnée. Et alors, comment ça marche? En fait, faire un RAG qui fonctionne, dans la majorité des cas, c'est pas si compliqué. Ça demande juste un petit peu plus d'attention et un petit peu plus de travail. Alors le RAG, c'est une discipline qui est très pertinente pour les entreprises parce qu'elles ont souvent de la documentation en interne sur laquelle elles aimeraient bien travailler, mais c'est souvent plus technique que des autres cas d'usage d'IA générative. Et donc je vais vous montrer comment simplifier la façon de faire ces systèmes RAG et qui va marcher avec simplement un peu d'attention dans beaucoup plus de cas. Donc après 2 ans de mise en production de RAG, et là j'ai commencé depuis un peu plus d'1 mois à faire du coaching donc sur le RAG pour ceux qui veulent monter en compétence là-dessus, et je me suis rendu compte de pas mal de choses que je vais vous partager aujourd'hui. Donc la première chose, c'est que quand on veut apprendre et qu'on regarde le contenu, je sais pas, par exemple sur YouTube ou en ligne, etc., on se rend compte que les influenceurs ou gourous, soit l'information elle est trop basique, soit l'information elle est trop complexe ou trop technique. Et beaucoup d'entre vous vous retrouvez au milieu. Quand on est du côté trop technique, où on a en face affaire à des personnes qui ont un peu le syndrome de l'ingénieur, qui font du système pour faire du système et montrer un peu tout ce qu'il est possible de faire ou tout ce qu'ils sont capables de faire, mais qui sont des fois un peu déconnectés de la réalité, ou alors c'est volontaire, c'est pour augmenter le gap entre vous et eux de compétences et de connaissances pour se positionner de manière encore plus forte comme expert. Mais de ce que je vois passer sur les cas les plus techniques, on vous montre quelque chose de technique, mais en fait on vous dit rarement, enfin on vous dit quasiment jamais dans quel cas vous devez utiliser ces systèmes et dans quel cas d'usage et en fonction de quoi. Aujourd'hui, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas un système RAG qui fonctionne pour tout. Ça n'existe pas. En fonction de l'intention des utilisateurs, du cas d'usage et de comment est foutue la donnée, on va choisir des stratégies et des systèmes complètement différents. C'est important de comprendre dans quel cas on utilise quoi. Et les entreprises, elles veulent des systèmes simples qui marchent et qui sont faciles à maintenir. Ils s'en foutent en fait. À quel point c'est technique de le mettre en place. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est fiable? Et est-ce que c'est simple à maintenir? Et de l'autre côté, vous avez des gourous où c'est un peu trop basique qui vont en fait vous faire des agents IA RAG N8N ou sur je ne sais quoi, qui vont en fait choisir spécifiquement la donnée sur laquelle ils vont faire leur carte d'usage, qui vont prendre 1 à 3 documents super clean et qui vont même carrément des fois scripter les questions et les réponses dans le prompt quoi. Mais vous, dans la réalité, quand vous le prenez et que vous voulez le tester sur vos vrais cas d'usage, ben là ça va pas marcher avec vos 500 PDF qui ont été scannés en 2003, avec vos spreadsheets Excel un peu dégueux et des questions super bizarres, très très métier quoi. Et donc après ces séances de coaching, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait on avait une petite tendance à l'over-engineering, donc à surcomplexifier les systèmes. Pourquoi? Parce que dès qu'on parle de data entreprise, tout le monde cherche à faire des systèmes où on peut traiter la donnée confidentielle. La majorité des cas d'usage qui sont sur de la donnée qui n'est pas confidentielle. Et pour les cas qui restent, on attaque directement sur les cas les plus difficiles et les plus complexes. Et donc on va être parasité pas non seulement par les problématiques de faire fonctionner un RAG correctement, mais également par tout l'environnement de systèmes, d'architecture, de stockage, de données, de sécurité, qui vont venir complexifier votre apprentissage et le ralentir. L'autre chose que j'ai vu pas mal, c'est de reproduire des systèmes de gourous parce que ça a l'air super complexe et que donc si c'est super complexe, ça doit être super performant. Et de penser que pour que ça marche, il faut forcément que ce soit complexe.
L'autre problème important que j'ai vu, c'est de ne pas être assez concentré sur la data, sur la qualité de la data et sur les intentions utilisateurs. À partir de cette donnée sur laquelle on veut faire notre RAG, qu'est-ce que l'utilisateur veut faire? Quelle question il va poser pour obtenir quelle réponse? Et ça va tout changer. On peut avoir un même jeu de données, mais en fonction que ce soit un technicien qui pose la question et que ce soit un client qui pose la question, les questions vont pas être du tout pareilles, mais les réponses attendues vont pas être du tout pareilles non plus. Donc ce sera deux systèmes différents. Et enfin, il y a ce que j'appelle moi la pandémie des agents IA RAG N8N, qui certes, ça s'est amélioré ces derniers mois, mais qui n'est clairement pas la meilleure option pour faire du RAG aujourd'hui. On peut arriver à le faire marcher dans quelques cas, et ce sera certainement de mieux en mieux, mais on va avoir quand même un manque cruel de paramètres clés pour faire des RAG performants. Le RAG de manière macro, c'est quoi? Alors déjà, commençons par qu'est-ce que ce n'est pas. Poser ces documents dans une vector database avec un chunking douteux, touché avec ces quelques petits paramètres, ça c'est pas du RAG, c'est plutôt de l'incantation. On va mettre tout ça là, on va espérer que ça marche, au pire on va essayer de corriger les choses avec un peu de prompt et on croise les doigts, si ça marche tant mieux, sinon tant pis, on aura perdu du temps et on sera un peu frustré. En réalité, un RAG, ça se construit en 3 étapes. Il y a une étape dont on parle jamais, ou alors si on en parle c'est très rarement parce que j'en ai pas vu beaucoup passer, notamment sur YouTube, la partie préparation de la donnée. On va pas lui donner la data telle quelle si on veut faire un RAG sérieux. On va déjà travailler sur la donnée pour enlever le maximum de bruit, enrichir les informations dont on a besoin pour faciliter le travail de l'IA dans la récupération. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la partie ingestion, c'est-à-dire je veux transformer cette donnée qu'on a restructurée en format texte dans un format de base de données vectorielles via ce qu'on appelle de l'embedding. Je rappelle pour ceux pour qui les concepts sont pas encore clairs, je mets le lien en description d'une de mes vidéos qui explique tout ça. Une fois qu'on a ingéré cette donnée, donc on la rend accessible enfin à l'IA, on va avoir besoin de la récupérer quand on pose des questions utilisateurs. Vu qu'on rentre dans une vidéo un poil plus technique, je vais en profiter pour vous donner quelques concepts en plus qui pourront vous être utiles si vous vous documentez par ailleurs. Donc, toute la partie data ingestion, c'est ce qu'on appelle, quand on fait du RAG, tout ce qui se passe in write time. Et là, ce qu'on veut dire, c'est au moment de l'écriture et du stockage en fait en base de données. Et tout ce qui se passe au moment où l'utilisateur pose des questions, donc c'est-à-dire la récupération, c'est in query time. Donc tout ce qui se passe pendant la gestion de la question utilisateur. Ce que je vois beaucoup, c'est que dans un premier temps, que ce soit dans les tutos ou même dans les pratiques, c'est qu'on essaye de ramener le maximum de complexité dans cette phase-là. Que ce soit dans les paramètres des bases de connaissances quand on y a accès, que ce soit dans les prompts qui font 10 km. Et en fait, on vient très très vite saturer les fenêtres de contexte et on n'a pas des réponses qui sont satisfaisantes et on a beaucoup d'hallucinations. Déjà, la première bonne pratique, c'est de ramener le maximum de complexité dans cette phase-là, puisque cette phase-là, on va la faire qu'une fois, si on la fait bien. Au moment de l'écriture en base de données, de ces données pour qu'on puisse les récupérer. Donc si je prends par exemple ce pipeline, ici on a un agent IA RAG qui a de la mémoire, un modèle et une base de données vectorielle, très bien. Donc là on est dans la partie in query time, donc dans la partie retrieval. Et ici par exemple on a in write time, dans la partie ingestion de la donnée, un pipeline d'ingestion qui va transformer nos documents bruts en de la donnée vectorisée au bon format. Donc voilà, on a bien ces deux phases ici illustrées. Et donc, plus on va rajouter de complexité ici, plus on aura de la performance pendant la récupération et on aura plus de flexibilité. On pourra aussi monter plus facilement à l'échelle en termes de nombre de documents, etc. Mais il y a encore une phase qui permet d'aller encore plus loin en termes d'optimisation, de performance, mais aussi de précision. C'est de mettre beaucoup plus d'efforts et de travail dans la préparation de la donnée. Plus la donnée sera propre, moins il y aura de bruit, plus ce sera facile de l'ingérer proprement avec moins de stockage, moins de bruit, et donc ici ce sera encore plus facile de venir la requêter. Ici, l'objectif c'est de préparer et enrichir la donnée. Ici, ça va être de structurer la bonne donnée, ça va être de la vectoriser et de la stocker pour qu'elle soit le plus utilisable et le plus accessible possible pour un LLM. Et enfin, la retrouver, ici, l'objectif il est simple, c'est d'obtenir la bonne réponse, donc avec fiabilité, précision et répétabilité. Et donc, le point commun de tous ces éléments-là, c'est comment on fait pour faciliter tout ça, savoir qu'on est sur la bonne direction, choisir les bonnes stratégies pour vectoriser, structurer, préparer la donnée et pour la retrouver. C'est qu'il nous faut en fait un outil
un outil qui est, c'est un peu le money time, quoi. C'est-à-dire que quand on a cet outil, ça change tout. C'est ce qu'on appelle un golden dataset. Alors, qu'est-ce que c'est un golden dataset? Un golden dataset, c'est une suite de questions et de réponses. Donc, on va dire que le minimum, hein, quand on veut prototyper un RAG, c'est d'en avoir entre 10 et 20. Donc, on va dire 20 questions. Par contre, si on veut vraiment faire quelque chose qui va en prod, il en faut plutôt entre 100 et 500 en fonction de la taille du cas d'usage, de la volumétrie de la donnée, etc. Mais en fait, là, ce serait quelles sont les questions qu'on sait que l'utilisateur va poser ou les questions qui sont attendues par l'utilisateur pour notre cas d'usage et quelles sont les réponses qui sont attendues ou ça peut être les réponses ou ça peut être quels sont les chunks attendus pour répondre à cette question-là. Ça, c'est ce que l'utilisateur veut faire. Voilà la réponse qu'il attend. Moi, ma donnée, elle ressemble complètement à autre chose. Comment je transforme ma donnée dans son état d'origine à l'état que je veux pour l'utilisateur. C'est pour ça qu'en fait, c'est toujours très spécifique, un RAG, parce que ça dépend énormément de ça. Une fois qu'on a ce golden dataset, on va pouvoir faire d'autres choses avec. On va pouvoir notamment venir faire ce qu'on appelle, pour ceux qui savent, un cahier de recettes. Ça consiste à dire qu'une fois que notre système il est prêt à être testé, on va venir tester les questions qui sont dans notre dataset, regarder quelles sont les réponses qui sont produites par le système et les comparer avec nos réponses de référence pour voir si c'est fiable, bon ou pas. Ça, on peut le faire à la main, comme il y en a qui le font beaucoup en format cahier de recettes. Soit on peut créer des automatisations qui vont venir le faire à l'échelle et notamment, pourquoi pas, générer 200 conversations en essayant bien sûr de casser le système pour voir les endroits où il est robuste, les endroits où il manque de fiabilité et pour pouvoir toujours les optimiser. Ça permet aussi de venir optimiser les coûts, pas mal d'autres choses, etc. Que ce soit en code ou en no-code, c'est la même histoire. Les principes sont les mêmes. Il faut juste avoir accès aux bons paramètres. Donc, si vous le faites en no-code, il faut un outil qui vous permet d'avoir accès aux bons paramètres, d'où Vector Shift, qu'on a vu juste avant. Et ensuite, il faut de la flexibilité dans l'architecture, dans la façon dont on va orchestrer les différents LLM et les différentes étapes pour pouvoir venir correspondre avec ce qu'on veut réaliser. Un golden dataset, c'est la première étape. Ensuite, il faut travailler et préparer cette donnée. Et là, je vais piquer un peu le concept qui sont généralement chez les data analystes, data engineers, etc. avec 3 étapes, bronze, silver, gold. Ce concept-là s'applique bien pour le RAG. Nous, dans la partie bronze, ce qu'on va vouloir faire, c'est extraire la donnée le plus fidèlement possible pour ne pas avoir de manque. On va vouloir venir la préparer également, c'est-à-dire la mettre en format base de connaissances qui est pertinente par rapport à ce qu'on va en faire, la nettoyer, bien l'organiser et ensuite, ici, on va venir rajouter notre métadonnée potentiellement un peu à l'échelle, si on fait du contextual embedding, et on va venir réaliser l'embedding, donc là, vectoriser au bon format. Les bonnes références au bon endroit, la bonne façon de lire cette base de connaissances. L'importance du golden dataset, c'est que avant de construire un système et de voir s'il va casser, pas casser et d'y passer du temps, c'est déjà bien dans un premier temps de construire une vingtaine de questions, 30 questions exemples, et de les reprendre avec quelqu'un qui a cette expertise, qui est capable de dire oui, pour cette question donnée, c'est bien la bonne réponse qui est attendue et de bien valider ça avant de commencer à aller faire ces tests. Et donc, je vais vous montrer la différence de données. Donc, comment on passe de ces 3 documents, et notamment un qui est ici comme ça, à ce document-là, beaucoup plus synthétique, beaucoup mieux organisé et complètement ciblé au diagnostic de panne. Ben là, vous avez plusieurs façons. Bien évidemment, vous pouvez faire quelques tests à la main. Je vous déconseille de le faire à la main. Et puis, c'est pas viable. Admettons que vous avez 100 PDF, ça va devenir très compliqué. Alors, je vais vous montrer une version pirate. Pourquoi? Parce que si vous commencez ou vous débutez un peu avec le RAG ou que vous ne maîtrisez pas encore ces différentes techniques, sinon je pense que vous seriez plus là dans la vidéo, c'est que ça peut être un peu complexe à mettre en place et surtout il y a plein de stratégies potentiellement un petit peu différentes en fonction des cas et vous pouvez vite en fait avoir pris la mauvaise technique et ça fonctionne pas, ou alors c'est trop compliqué à mettre en place et même ne serait-ce qu'à comprendre, à troubleshooter s'il y a un problème, donc à diagnostiquer s'il y a un truc qui va pas, et en fait c'est un peu vite l'enfer. Par contre, on sait tous utiliser le langage naturel. Donc je vais vous montrer une version pirate qui est pas du tout optimisée en termes de coût et de performance. Par contre, si vous faites des tests avec un nombre raisonnable de documents, ça va vous donner le principe et surtout quelles sont les cibles à chaque étape de ce qu'on cherche à faire. Donc nous, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut partir de documents où on a du texte, où potentiellement on a des images, et là on veut extraire la donnée, mais on ne veut extraire que la donnée qui nous intéresse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici un modèle type, s'il y a des images ou autres, type Mistral OCR, DeepSeek OCR ou Docklin. Et là, on veut la donnée la plus brute, la plus raw, mais on la veut complète.
Donc on revient sur notre bronze, silver, etc. Et de cette donnée-là, on veut la passer à un premier LLM qui lui va structurer les informations qui nous intéressent en JSON. Et le JSON qu'on voudrait, c'est que par exemple dans ce cas de diagnostic de panne, on voudrait par exemple une des premières variables, ce serait le symptôme, on voudrait l'équipement, on voudrait les diagnostics à réaliser, les causes possibles, etc. On voudrait aussi le nom du document, on voudrait les numéros de page, etc. Et ce qu'on va lui donner donc dans notre prompt est variable à remplir, et lui à partir du texte brut, pour chacune des informations pertinentes, chacune des entrées, il va venir en fait créer un paquet JSON avec les bonnes informations. Une fois que le document il est extrait, on va aller à l'étape 2 et on veut à partir de ces documents variables, là ici on veut structurer l'information en base de connaissances, donc au bon format, et en même temps on va en profiter pour l'enrichir, c'est-à-dire lui faire rajouter de ce qu'on appelle de la metadata, c'est des tags en fait, c'est des labels. On va lui dire c'est un problème moteur, c'est tel numéro d'entrée dans la base de données, etc., etc. Et ensuite, c'est qu'on va vouloir le mettre quelque part. Alors par exemple, on le mettrait dans un Google Doc. C'est le système simple que vous pouvez reproduire dans Vector Shift, dans N8N, dans ce que vous voulez, avec les différents prompts en utilisant le langage naturel. Ça vous enlèvera de la complexité et ça vous permettra déjà de le tester sur les cas peut-être sur lesquels vous êtes en train de bloquer aujourd'hui. Alors, vous vous souvenez du Golden Dataset et du fait que je vous ai dit qu'il fallait avoir accès aux bons paramètres. Je vais l'illustrer maintenant en vous montrant un exemple. Donc, dans ce workflow, on va lui dire mon moteur s'éteint tout seul. Et là, si vous regardez bien, j'ai rajouté des outputs à différents endroits, donc à celui qui reformule la question, à la knowledge base, et enfin à la réponse finale. Donc ici, je vais pouvoir venir contrôler mes outputs. Celui-là, par exemple, je sais que c'est ce qui sort de ma knowledge base. Donc ça, c'est les chunks qui sont concaténés, donc mis ensemble. Donc on voit qu'on a de la métadonnée, on voit qu'on a la donnée à l'intérieur, etc. On voit ici qu'on a la réponse finale, donc on retrouve nos symptômes, nos causes possibles, nos diagnostics recommandés, etc. Et on retrouve ici la question qui a été reformulée, les dictionnaires de synonymes pour avoir plus de chances de matcher les bons chunks dans la base de connaissances, l'expansion des termes, etc., etc. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que, si ça vous intéresse, vous retrouverez dans la communauté. Et donc, du coup, ça me permet quoi? Ça permet de me dire, avec mon petit Golden Dataset, là, mes questions-réponses type, de prendre la réponse finale, de regarder si j'ai bien les bons symptômes identifiés, si j'ai bien les bonnes causes possibles identifiées, est-ce qu'il en manque pas, est-ce que c'est les bons numéros de page, etc., etc. Et si c'est le cas, tant mieux, vous avez gagné. Maintenant, il suffit de le faire sur d'autres questions de votre Golden Dataset pour voir si ça marche bien sur toute l'étendue des questions différentes. Et si c'est pas le cas, ça vous permet de venir à voir à quel endroit ça a merdé. Est-ce que ça a merdé dans l'information qui sort de la base de connaissances? Donc, est-ce que vous avez les bons chunks qui remontent? Et est-ce qu'à l'intérieur, on a les bonnes informations? Si c'est pas le cas, soit ça vient de vos paramètres pour la récupération, donc le re-ranker, le nombre de chunks, etc., soit ça vient de la façon dont vous avez ingéré la donnée qui n'a pas été bonne. Et donc, dernière option, c'est parce que la question utilisateur, elle est trop alambiquée ou elle n'est pas assez précise pour venir matcher avec les bonnes informations de la base de connaissances. Et alors, dans ces cas-là, peut-être que votre assistant de reformulation de questions utilisateurs n'a pas fait le job ou n'a pas été très bon dans la formulation de la question. Et ça, on va pouvoir venir le contrôler en regardant comment il a reformulé la question, quel est le dictionnaire de synonymes qu'il a fourni, etc., etc. Et donc, est-ce que c'était les bons éléments ou pas les bons éléments? Donc, pour rappel, il nous faut un Golden Dataset avec entre 10 et 50 questions-réponses. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est pas de se dire est-ce que ça marche, c'est de savoir quel est le pourcentage de bonnes réponses quand vous faites en fait toutes les questions de votre dataset de vérification. Et là, vous arrivez un peu plus à un niveau de fiabilité et vous êtes capable de le mesurer. Donc là, il y a 3 métriques qui sont importantes. La première, c'est la précision, donc la précision de la bonne réponse. Ensuite, c'est le rappel. Donc, est-ce qu'on est capable de citer les bonnes sources et les bons documents dans nos réponses? Et enfin, la dernière métrique, c'est la latence. Dans un cas super technique comme ça, c'est pas grave si ça prend un petit peu de temps, puisque en fait on est allé récupérer on a condensé toute la donnée importante avant de lancer un diagnostic, mais dans la majorité des cas, un utilisateur, s'il attend plus de 3 à 5 secondes pour avoir sa réponse, il va partir, quoi. Il va arrêter de regarder. Et donc entre le travail sur la donnée qu'on a vu avant sur l'extraction et le nettoyage, plus le fait de venir vérifier aux bons endroits qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas, c'est là que vous faites 10 fois la vitesse de votre apprentissage et 10 fois la performance de vos RAG. C'est-à-dire que en faisant une pratique, quand vous faites un changement ou une modification,
vous n'en faites qu'une seule à la fois. Vous changez une variable, vous regardez ce qui se passe, vous mesurez, et qu'une variable à la fois. Si vous changez 2-3 choses que vous essayez, 2-3 choses que vous essayez, vous allez avoir du mal à mettre le doigt sur celui qui compte et sur là où il y a de l'importance. Et pour pouvoir le faire, il faut être capable de pouvoir mesurer ce qui se passe à chaque étape. Et c'est un peu ça la clé, la bonne donnée, et mesurer à chaque étape ce qui se passe pour pouvoir le modifier. Maintenant, vous savez structurer vos RAG, les étapes clés et comment les améliorer. Mais si vous ne connaissez pas les problèmes liés au choix des LLM dans ces différentes étapes ou dans vos RAG, vous allez continuer à perdre beaucoup de temps et pas mal d'argent, notamment en tokens. Regardez la prochaine vidéo, je vous montre comment choisir les bons modèles pour vos RAG et surtout quel modèle ne pas utiliser si vous voulez garder le maximum de performance. Et la vidéo s'affiche, vous pouvez la regarder dès maintenant.